Aujourd'hui, sur la chaîne Puissant Livre et Publié, nous explorons les principes profonds du livre « Ne coupez jamais la poire en deux », écrit par Christopher Voss et Tal Raz. Cet ouvrage ne parle pas de compromis faibles ni de manipulation, mais de compréhension humaine, de maîtrise émotionnelle et d'influence consciente. À travers cette vidéo, nous allons extraire l'essence universelle de la négociation pour l'appliquer à la vie quotidienne, aux relations et aux décisions importantes, bien au-delà du simple cadre professionnel. Introduction. La négociation comme réalité quotidienne commence par une vérité souvent ignorée. Nous négocions tous, tout le temps, même lorsque nous pensons ne pas le faire. Christopher Voss, ancien négociateur du FBI spécialisé dans les prises d'otages, et Tal Raz, auteur et analyste des mécanismes de réussite, n'ont pas écrit ce livre pour former des vendeurs agressifs ou des manipulateurs froids. Leur parcours est au contraire marqué par des situations extrêmes où chaque mot pouvait sauver une vie ou la perdre. De cette expérience naît une vision radicalement différente de la négociation, non pas un combat d'arguments, mais un art de compréhension profonde de l'être humain. Leur collaboration repose sur un constat simple mais puissant. Les principes utilisés dans les contextes les plus tendus sont étonnamment applicables à la vie ordinaire, précisément parce que les émotions gouvernent partout les décisions. Nous négocions bien plus souvent que nous le croyons, parce que la négociation ne commence pas lorsque l'argent est en jeu, mais dès qu'un désir rencontre une limite. Négocier, c'est demander, refuser, poser un cadre, ajuster une attente. C'est discuter avec un partenaire, un collègue, un ami, un enfant, ou même avec soi-même. Chaque fois que nous cherchons à faire accepter un point de vue, à obtenir du temps, du respect, de l'espace ou de la reconnaissance, nous sommes déjà en train de négocier. Le problème n'est pas la négociation elle-même, mais l'ignorance de ces mécanismes. Beaucoup avancent à l'aveugle, persuadés que convaincre consiste à parler plus fort, à argumenter mieux ou à imposer une logique froide, alors que la réalité humaine fonctionne sur des ressorts bien plus subtils. La négociation va bien au-delà de l'argent parce que ce qui est réellement en jeu, ce sont les relations, les limites et le respect. Derrière chaque position affichée se cache une émotion, une peur, un besoin de sécurité ou de reconnaissance. Refuser de voir cette dimension transforme la négociation en affrontement stérile. À l'inverse, comprendre que l'autre ne défend pas seulement un intérêt, mais une perception de lui-même change totalement la dynamique. Dans cette approche, dire non n'est pas une agression et demander n'est pas une faiblesse. La négociation devient un espace où chacun cherche à préserver sa dignité tout en avançant. Le danger majeur réside dans la croyance que négocier, c'est s'opposer. Cette vision binaire crée de la résistance, ferme l'écoute et pousse chacun à se rigidifier. Voss montre que plus on cherche à gagner contre l'autre, plus on perd la possibilité de l'influencer réellement. L'idée centrale à installer est donc claire. Négocier, ce n'est pas dominer ni céder, c'est comprendre avant d'influencer. Tant que l'on n'a pas saisi ce que l'autre ressent, aucune stratégie ne tient. La négociation devient alors non pas une lutte de volonté, mais un dialogue stratégique où l'écoute est la première forme de pouvoir. Leçon 1. Le mythe du compromis équitable. Le compromis équitable est souvent présenté comme la forme la plus mature de résolution des conflits, comme si couper la poire en deux incarnait automatiquement la sagesse, la paix et l'intelligence relationnelle. Dans l'imaginaire collectif, celui qui cherche le juste milieu est perçu comme raisonnable, ouvert et civilisé, tandis que celui qui refuse de céder est vu comme rigide ou conflictuel. Pourtant, le mythe du compromis équitable invite à regarder cette croyance de plus près, non pas pour glorifier l'intransigeance,
mais pour dévoiler une illusion profondément ancrée. Car dans la réalité humaine, le compromis n'est pas toujours une solution. Il est souvent une fuite intellectuelle face à la complexité du problème et aux émotions qu'il révèle. Le compromis est séduisant parce qu'il promet une fin rapide au conflit. Il donne l'impression que chacun a fait un pas vers l'autre, que l'équilibre est respecté et que la discussion peut s'arrêter là. Mais ce confort apparent cache un défaut majeur. Il ne traite presque jamais la cause réelle du désaccord. Il se contente d'aménager la surface du problème, laissant intactes les tensions profondes. Deux personnes peuvent accepter un compromis tout en repartant avec le sentiment diffus d'avoir perdu quelque chose d'essentiel. Ce sentiment n'est pas toujours conscient, mais il s'accumule, se transforme en frustration silencieuse et réapparaît plus tard sous forme de résistance, de méfiance ou de rupture. Dans de nombreux cas, le juste milieu est une solution abstraite qui n'appartient réellement à personne. Il ne correspond ni aux besoins profonds de l'un ni à ceux de l'autre. Il crée une paix apparente, mais pas un accord réel. La paix apparente est fragile. Elle repose sur le silence, l'évitement ou la fatigue émotionnelle. L'accord réel, lui, repose sur la reconnaissance mutuelle des besoins, des peurs et des contraintes. Sans cette reconnaissance, le compromis devient un arrangement temporaire, un pansement posé sur une blessure qui continue de saigner en dessous. Christopher Voss, fort de son expérience dans des situations de négociation extrêmes, montre que les compromis imposés trop tôt sont souvent des erreurs stratégiques. Dans un contexte de prise d'otage, par exemple, proposer de couper la poire en deux n'a aucun sens. On ne sauve pas une demi-vie. Mais cette logique, aussi radicale soit-elle, révèle une vérité universelle. Derrière chaque demande se cache une raison, et derrière chaque position se trouve une émotion. Tant que ces éléments ne sont pas compris, tout compromis est artificiel. Il ne fait que masquer le conflit au lieu de le résoudre. Le compromis équitable est aussi une fuite intellectuelle parce qu'il évite une question plus inconfortable. Qu'est-ce qui est réellement important ici? En se réfugiant dans le juste milieu, on évite d'explorer les véritables enjeux, on esquive l'écoute profonde et on renonce à la créativité. Or, une négociation authentique ne consiste pas à diviser une différence, mais à la comprendre. Il existe souvent des solutions qui ne sont ni le A de l'un ni le B de l'autre, mais un C inattendu, né d'une exploration sincère des besoins sous-jacents. Le compromis bloque cette exploration parce qu'il donne l'illusion que le travail est terminé. Il faut aussi comprendre que tous les compromis ne sont pas vécus de la même manière par les individus. Certaines personnes acceptent extérieurement tout en se sentant intérieurement contraintes. Elles disent oui pour éviter le conflit, préserver l'image ou gagner du temps. Ce oui n'est pas un engagement réel, mais une capitulation déguisée. À long terme, cette capitulation se transforme en ressentiment, et le ressentiment est l'ennemi silencieux de toute relation durable. Un accord qui génère du ressentiment est déjà un échec, même s'il semble équilibré sur le papier. La différence entre paix apparente et accord réel se joue précisément à ce niveau. La paix apparente est statique, figée, souvent obtenue par concession rapide. L'accord réel est dynamique, vivant, parce qu'il repose sur une compréhension partagée. Il ne cherche pas à faire taire le conflit, mais à l'utiliser comme source d'information. Le conflit, lorsqu'il est bien abordé, révèle ce qui compte vraiment. Vouloir le réduire trop vite par un compromis revient à se priver de cette information précieuse. Dire que couper en deux ne résout pas un conflit, mais le masque, ne signifie pas qu'il ne faut jamais faire de concessions. La nuance est essentielle. Une concession consciente, choisie et comprise est très différente d'un compromis mécanique.
La concession est un acte stratégique et volontaire, fondé sur une vision claire des priorités. Le compromis automatique, lui, est souvent un réflexe dicté par l'inconfort émotionnel. On cède non pas parce que c'est juste, mais parce qu'on veut que la tension disparaisse. Le mythe du compromis équitable repose également sur une conception erronée de l'équité. L'équité n'est pas l'égalité mathématique, mais la justesse perçue. Deux personnes peuvent accepter un accord asymétrique si elles estiment qu'il respecte leurs besoins essentiels et leur dignité. À l'inverse, un accord parfaitement symétrique peut être vécu comme profondément injuste s'il ignore ce qui est réellement en jeu pour chacun. La négociation n'est donc pas une opération arithmétique mais un processus psychologique. En réalité, chercher le juste milieu trop tôt empêche la vraie négociation de commencer. Tant que les émotions, les peurs et les motivations ne sont pas mises à jour, toute solution est prématurée. Le compromis devient alors une manière élégante de ne pas écouter vraiment. Il donne bonne conscience, mais il ne crée pas de transformation. Or, la négociation authentique vise justement cette transformation. Transformer la méfiance en compréhension, la rigidité en souplesse, l'opposition en coopération lucide. Cette leçon nous apprend ainsi que la maturité en négociation ne consiste pas à couper la poire en deux, mais à avoir le courage de rester dans la complexité jusqu'à ce que quelque chose de plus juste émerge. Ne pas se précipiter vers un accord, accepter l'inconfort temporaire, écouter ce qui n'est pas dit, voilà ce qui distingue un accord réel d'un simple arrangement de surface. Le conflit n'est pas un échec à éviter à tout prix. Il est souvent le passage obligé vers une solution authentique. En cherchant trop vite la paix, on sacrifie la vérité. En cherchant la vérité, on finit souvent par trouver une paix plus solide. Leçon 2. L'émotion comme moteur caché de toute décision. La négociation est souvent présentée comme un exercice rationnel, presque mathématique, où les arguments, les chiffres et la logique devraient naturellement conduire à la meilleure décision. Pourtant, cette leçon renverse cette vision confortable. Elle affirme une vérité dérangeante mais fondamentale. L'être humain ne décide presque jamais d'abord avec sa raison. Il décide avec son ressenti, puis il utilise la logique pour justifier ce qu'il a déjà choisi intérieurement. Ignorer cette réalité, c'est négocier à moitié aveugle, en s'adressant à une façade rationnelle, tout en négligeant ce qui gouverne réellement la dynamique. Avant même qu'un argument soit formulé, une émotion est déjà présente. Elle peut être subtile ou intense, consciente ou enfouie, mais elle influence la manière dont chaque mot sera reçu. La peur, par exemple, n'est pas toujours visible. Elle peut se manifester sous la forme de rigidité, de méfiance excessive ou d'un besoin soudain de contrôle. Le besoin de reconnaissance, lui, se cache souvent derrière des exigences apparemment matérielles. Ce qui est demandé n'est pas toujours ce qui est voulu. Derrière une demande se trouve presque toujours une émotion qui cherche à être apaisée, confirmée ou protégée. L'erreur la plus répandue en négociation consiste à croire que l'on peut convaincre un être humain uniquement par la force des arguments. Cette croyance repose sur une vision idéalisée de l'homme rationnel, mais elle ne résiste pas à l'observation du réel. Même face à des preuves évidentes, une personne émotionnellement fermée ne bougera pas. À l'inverse, une personne émotionnellement rassurée peut accepter une proposition imparfaite si elle se sent comprise et respectée. Cela montre que la logique ne disparaît pas, mais qu'elle arrive après l'émotion, jamais avant. Comprendre que l'humain décide d'abord par ressenti change radicalement la posture du négociateur. Il ne s'agit plus de parler plus fort ou d'aligner davantage d'arguments, mais de créer un climat émotionnel propice à la décision. Ce climat n'est pas manipulatoire par nature, il est humain.
Tout échange est une interaction entre deux systèmes émotionnels. Lorsque l'un se sent menacé, ignoré ou diminué, la discussion se bloque, même si les propositions sont objectivement raisonnables. À l'inverse, lorsque l'émotion est apaisée, l'esprit devient plus souple et plus ouvert. La peur joue un rôle central dans presque toutes les décisions importantes. Peur de perdre, peur de se tromper, peur d'être dominé, peur d'être jugé. Dans la négociation, la peur ne s'exprime pas toujours clairement. Elle peut se déguiser en agressivité, en silence ou en exigences excessives. Celui qui ne voit que la surface comportementale rate l'essentiel. Comprendre la peur, ce n'est pas la valider, mais la reconnaître comme un signal. Tant que cette peur n'est pas prise en compte, aucune solution durable ne peut émerger. Le besoin de reconnaissance est un autre moteur puissant, souvent sous-estimé. Beaucoup de conflits ne portent pas réellement sur l'objet négocié, mais sur la manière dont une personne se sent considérée. Être écoutée, respectée, prise au sérieux est parfois plus important que l'avantage matériel obtenu. Lorsqu'un individu sent que sa position est reconnue, même sans être totalement acceptée, sa résistance diminue. La reconnaissance agit comme un désamorçage émotionnel. Elle ne coûte rien sur le plan matériel, mais elle a un impact immense sur la dynamique. Le contrôle, enfin, est une émotion déguisée en stratégie. Derrière le besoin de tout maîtriser se cache souvent une insécurité profonde. Celui qui cherche à contrôler la négociation tente en réalité de réduire son anxiété. Lui opposer frontalement des arguments rationnels ne fait que renforcer sa rigidité. Plus il se sent menacé, plus il s'accroche à ses positions. Comprendre cette logique permet d'adopter une approche plus subtile, redonner un sentiment de contrôle psychologique sans céder sur l'essentiel. Cela passe par le choix des mots, le rythme de l'échange et la manière de poser des questions. Vouloir convaincre par la logique seule est donc une erreur stratégique, mais aussi une incompréhension de la nature humaine. La logique n'est efficace que lorsqu'elle s'appuie sur une base émotionnelle stable. Sans cette base, elle glisse, elle irrite ou elle est ignorée. Cela ne signifie pas que l'émotion doit remplacer la raison, mais qu'elle doit la précéder. La logique est un outil de construction, l'émotion est le terrain sur lequel on construit. Sans terrain solide, même le meilleur raisonnement s'effondre. Celui qui comprend l'émotion contrôle la dynamique, non pas au sens de domination, mais au sens de maîtrise du processus. Il sait quand avancer, quand ralentir, quand se taire. Il perçoit les signaux faibles, une hésitation, un changement de ton, une crispation. Ces signaux sont plus révélateurs que les mots eux-mêmes. Ils indiquent où se situe le véritable enjeu. En les ignorant, on négocie à contre-courant. En les comprenant, on travaille avec le courant. Il est important de souligner que comprendre l'émotion de l'autre commence par la maîtrise de la sienne. Un négociateur dominé par ses propres peurs, son ego ou son besoin de gagner devient sourd aux émotions en face. Il projette au lieu d'observer. La clarté émotionnelle intérieure est donc une condition préalable à toute lecture fine de la dynamique. Celui qui est calme intérieurement perçoit mieux, écoute mieux et influence plus justement. L'émotion n'est pas un obstacle à la négociation, elle en est le moteur caché. La nier, c'est perdre en efficacité. L'exploiter sans conscience, c'est tomber dans la manipulation. La comprendre avec lucidité, c'est accéder à un niveau supérieur d'influence. Dans cette perspective, la négociation devient moins un affrontement d'arguments qu'un art de la compréhension humaine. Elle exige moins de discours et plus d'attention, moins de démonstration et plus de présence. L'émotion comme moteur caché de toute décision nous enseigne ainsi que la véritable influence ne commence pas par ce que l'on dit, mais par ce que l'autre ressent. Tant que l'émotion n'est pas reconnue,
la logique reste impuissante. Lorsque l'émotion est comprise, la logique trouve enfin sa place. Comprendre l'émotion. Ce n'est pas manipuler la décision, c'est créer les conditions dans lesquelles une décision authentique peut émerger. Celui qui maîtrise cette dimension ne force rien, mais il oriente naturellement la dynamique. Et dans toute négociation, orienter la dynamique, c'est déjà en maîtriser l'essentiel. Leçon 3. L'écoute stratégique, la compétence la plus sous-estimée. L'écoute stratégique rappelle une vérité simple mais profondément contre-intuitive. Dans la négociation, le pouvoir ne réside pas d'abord dans la parole, mais dans l'écoute. La majorité des individus abordent une discussion avec une intention cachée: répondre, convaincre, corriger ou défendre leur position. Ils écoutent non pas pour comprendre, mais pour préparer leur réplique. Cette forme d'écoute est active en apparence, mais stérile en profondeur. Elle transforme l'échange en duel verbal, où chacun attend son tour pour parler, sans jamais réellement entrer dans le monde intérieur de l'autre. Écouter pour répondre est une réaction réflexe. Elle est dictée par l'ego, par la peur de perdre le contrôle ou par le besoin d'avoir raison. Dans cette posture, chaque mot de l'autre est filtré, interprété, parfois déformé, afin de servir sa propre stratégie. L'esprit n'est pas ouvert, il est déjà en train de construire une contre-attaque. Cette manière d'écouter donne l'illusion de la participation, mais elle empêche toute compréhension réelle. Elle ferme plus de portes qu'elle n'en ouvre, car l'autre ressent très vite qu'il n'est pas entendu, seulement toléré. À l'inverse, écouter pour comprendre demande un effort conscient. Cela exige de suspendre son jugement, de ralentir son propre flux intérieur et d'accepter de ne pas contrôler immédiatement la direction de l'échange. Cette écoute n'est pas passive, elle est intentionnelle. Elle cherche à capter non seulement les mots, mais aussi le ton, les silences, les hésitations, les émotions sous-jacentes. Celui qui écoute ainsi ne cherche pas d'abord à gagner, mais à voir clair. Et paradoxalement, c'est cette clarté qui lui donne un avantage décisif. Dans la négociation, l'écoute stratégique agit comme un révélateur. Plus une personne parle, plus elle se dévoile. Elle révèle ses priorités, ses peurs, ses limites, parfois même ses contradictions. Mais cela n'arrive que si elle se sent suffisamment en sécurité pour continuer à parler. Cette sécurité naît du sentiment d'être réellement écouté. Lorsqu'un individu perçoit que ses paroles ne sont pas interrompues, minimisées ou détournées, il va naturellement approfondir sa pensée. Il dit plus qu'il ne l'avait prévu. Il clarifie sans s'en rendre compte ce qui est essentiel pour lui. Le silence joue ici un rôle central. Contrairement à ce que beaucoup pensent, le silence n'est pas un vide gênant à combler, mais un outil actif. Un silence bien placé crée une tension douce qui pousse l'autre à continuer. Il signale une attention pleine, sans pression. Dans un monde saturé de paroles, le silence devient rare, donc puissant. Il invite à la réflexion, il ralentit le rythme, il permet aux émotions de remonter à la surface. Là où les mots peuvent masquer, le silence révèle. Utiliser le silence demande du courage. Il confronte le négociateur à sa propre impatience et à son besoin de contrôle. Beaucoup parlent pour se rassurer, pour éviter l'inconfort d'un instant suspendu. Pourtant, ce sont souvent ces instants qui font basculer une discussion. Un silence après une phrase importante permet à l'autre de mesurer le poids de ses propres mots. Il peut provoquer une précision supplémentaire, un aveu ou un ajustement spontané. Ce n'est pas une technique mécanique, mais une posture intérieure de calme et de présence. L'écoute stratégique devient ainsi un levier de pouvoir invisible. Invisible parce qu'elle ne s'impose pas, ne se montre pas, ne cherche pas à dominer. Elle agit en profondeur.
Celui qui écoute vraiment collecte des informations que l'autre ne donne pas volontairement. Il comprend la structure mentale en face de lui. Il voit où se situent les zones de rigidité et les zones de flexibilité. Il perçoit ce qui est négociable et ce qui ne l'est pas. Cette compréhension donne une longueur d'avance sans jamais avoir besoin de l'afficher. Ce pouvoir est d'autant plus fort qu'il est rarement soupçonné. Beaucoup confondent puissance et parole, influence et discours. Ils pensent que celui qui parle le plus est celui qui contrôle la situation. En réalité, celui qui parle le moins mais écoute le mieux oriente souvent la dynamique. Il laisse l'autre s'engager verbalement, préciser ses positions, parfois se contredire. Il n'intervient qu'au moment juste, avec des mots choisis parce qu'il sait exactement où ils auront de l'impact. L'écoute stratégique ne consiste pas à être d'accord ni à céder. Elle consiste à comprendre avant d'agir. Comprendre ne signifie pas valider toutes les demandes, mais reconnaître leur logique interne. Cette reconnaissance apaise les résistances. Lorsqu'une personne se sent comprise, elle devient plus ouverte à une proposition différente de la sienne. À l'inverse, lorsqu'elle se sent incomprise, même la meilleure offre sera rejetée par principe. L'écoute prépare donc le terrain de toute influence future. Il est essentiel de noter que l'écoute stratégique commence par l'écoute de soi. Un esprit encombré de pensées, d'objectifs rigides ou d'émotions non maîtrisées ne peut pas écouter pleinement. Il projette, il interprète trop vite, il sélectionne ce qu'il veut entendre. La discipline intérieure est donc une condition préalable. Être présent, réellement présent, demande de mettre temporairement son ego en retrait. Cette posture est exigeante, mais elle distingue les négociateurs ordinaires de ceux qui maîtrisent réellement la dynamique humaine. Plus on écoute, plus l'autre se révèle, non seulement par ce qu'il dit, mais par ce qu'il évite de dire. Les silences, les détours, les répétitions excessives sont autant d'indices. Ils indiquent des zones sensibles, des enjeux émotionnels ou des peurs latentes. Celui qui parle trop passe à côté de ces signaux faibles. Celui qui écoute les capte naturellement. Il n'a pas besoin de forcer, il observe. Cette observation patiente devient une source d'intelligence stratégique. Dans la vie quotidienne, cette compétence est tout aussi précieuse. Dans les relations personnelles, professionnelles ou sociales, l'écoute profonde transforme la qualité des échanges. Elle réduit les conflits inutiles, car beaucoup de tensions naissent d'un simple sentiment de non-reconnaissance. Écouter réellement, c'est offrir à l'autre un espace d'existence psychologique. Cet espace crée de la confiance, et la confiance est la monnaie la plus stable dans toute interaction humaine. L'écoute stratégique nous montre ainsi que la véritable influence ne commence pas par ce que l'on impose, mais par ce que l'on accueille. Écouter pour comprendre, utiliser le silence comme un allié et percevoir l'écoute comme un pouvoir invisible change radicalement la manière de négocier. Celui qui maîtrise cette compétence n'a pas besoin de s'agiter ni de convaincre à tout prix. Il laisse l'autre se révéler et dans cette révélation se trouve déjà la clé de la décision. Plus on écoute, plus l'autre se révèle et plus cette révélation devient un avantage stratégique naturel. L'écoute n'est pas une faiblesse, elle est une forme avancée de maîtrise. Elle ne cherche pas à briller, mais à comprendre. Et dans la négociation, comprendre profondément vaut toujours plus que parler brillamment. Leçon 4. Le langage comme outil de désarmement. Cette leçon explore une dimension souvent sous-estimée de la négociation, le pouvoir silencieux des mots choisis. Trop souvent, le langage est utilisé comme une arme pour convaincre, imposer ou gagner. Or, dans la réalité humaine, les mots peuvent soit activer des résistances invisibles, soit les dissoudre avant même qu'elles ne se forment.
La manière dont une idée est formulée compte parfois plus que l'idée elle-même. Un mot peut ouvrir un esprit, un autre peut le verrouiller instantanément sans que l'on comprenne pourquoi la discussion se bloque. Le langage agressif ou affirmatif à l'excès provoque presque toujours une réaction défensive. Même lorsque le contenu est logique ou bénéfique, la forme peut déclencher un réflexe de protection. L'être humain n'aime pas se sentir contraint, corrigé ou dominé. Certains mots, pourtant courants, activent inconsciemment ce mécanisme. Des expressions comme « vous devez »,« c'est évident »,« vous n'avez pas le choix » ferment l'espace mental. Elles réduisent la discussion à un rapport de force, où l'autre se sent obligé de résister pour préserver son autonomie psychologique. À l'inverse, les mots simples et neutres agissent comme des agents apaisants. Ils n'imposent pas, ils proposent. Ils ne cherchent pas à avoir raison, ils cherchent à comprendre. Un langage neutre crée une zone de sécurité dans laquelle l'autre peut réfléchir sans se sentir attaqué. Des formulations telles que « Comment voyez-vous les choses ?» Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus? Ou « Si je comprends bien » ouvrent l'esprit parce qu'elles respectent la liberté intérieure de l'interlocuteur. Elles montrent que l'on n'est pas là pour écraser une position, mais pour explorer une solution. La simplicité du langage est une autre clé essentielle. Plus une formulation est complexe, plus elle laisse de place à l'interprétation, à la méfiance et à la confusion. L'esprit humain préfère ce qui est clair, direct et compréhensible. Un message simple rassure, car il ne donne pas l'impression de cacher une intention dissimulée. Dans une négociation, la clarté n'est pas une faiblesse, c'est un signal de maîtrise. Celui qui simplifie montre qu'il comprend profondément ce dont il parle. Certaines formulations ont un effet quasi immédiat sur la tension émotionnelle. Par exemple, reconnaître la perspective de l'autre avant d'exprimer la sienne désarme l'opposition. Dire « je comprends que cela puisse sembler risqué » ou « je vois pourquoi cela vous inquiète » ne signifie pas que l'on est d'accord, mais que l'on reconnaît la légitimité du ressenti. Cette reconnaissance réduit la nécessité pour l'autre de se défendre. Une fois cette défense abaissée, l'échange devient plus fluide et plus rationnel. À l'inverse, certains mots ferment l'esprit presque automatiquement. Les mots absolus comme « toujours »,« jamais »,« tout le monde sait que » provoquent une opposition intérieure. Ils enferment l'autre dans une catégorie et l'empêchent de nuancer sa pensée. De même, les jugements implicites, même subtils, sont perçus comme des attaques. Un simple « normalement » ou « logiquement » peut être interprété comme une mise en cause de l'intelligence ou de la bonne foi de l'interlocuteur. Le langage, même involontairement, peut devenir un champ de mine. Le langage de désarmement repose donc sur une attention constante à l'impact émotionnel des mots. Il ne s'agit pas de manipuler, mais d'éviter les frictions inutiles. Chaque mot transporte une charge émotionnelle, héritée de l'expérience, de la culture et du contexte personnel. Un négociateur conscient observe les réactions subtiles, un changement de posture, un silence soudain, un ton plus sec. Ces signaux indiquent souvent qu'un mot a touché une zone sensible. Ajuster son langage en temps réel est une compétence avancée, mais décisive. Un autre aspect essentiel est l'utilisation de formulations ouvertes plutôt que fermées. Les questions fermées limitent la réponse et donnent le contrôle à celui qui pose la question, ce qui peut générer une résistance. Les formulations ouvertes, en revanche, invitent l'autre à développer sa pensée. Elles lui donnent le sentiment d'être acteur de la discussion. Ce sentiment d'autonomie est crucial. Plus une personne a l'impression de choisir, plus elle est disposée à coopérer. Le langage comme outil de désarmement implique également de ralentir. Parler trop vite, empiler les arguments, multiplier les justifications donne l'impression d'une pression.
Le calme dans la parole transmet un message implicite de confiance. Celui qui n'est pas pressé de convaincre montre qu'il n'est pas en position de faiblesse. Cette sérénité verbale apaise naturellement l'échange. Les mots prennent alors plus de poids, car ils ne sont pas noyés dans un flot continu. Il est aussi important de distinguer entre expliquer et justifier. Expliquer vise à clarifier, justifier vise à se défendre. Le langage défensif trahit une insécurité et alimente la méfiance. À l'inverse, un langage posé, qui expose les faits sans excès émotionnels, inspire la crédibilité. Les mots deviennent des ponts plutôt que des boucliers, ils relient au lieu de séparer. Dans la philosophie de la négociation moderne, le langage n'est pas seulement un moyen de transmettre une information, mais un outil pour réguler l'état émotionnel de l'échange. Un mot bien choisi peut réduire une tension accumulée depuis longtemps. Une phrase mal formulée peut ruiner des heures de discussion. Cette fragilité du dialogue humain explique pourquoi le langage doit être manié avec précision et humilité. Le langage comme outil de désarmement montre que parler efficacement ne consiste pas à impressionner, mais à pacifier. Le bon mot ouvre un espace mental où une solution peut émerger. Le mauvais mot ferme cet espace et transforme la discussion en confrontation. Maîtriser son langage, c'est donc maîtriser l'énergie de l'échange. C'est choisir des mots qui n'attaquent pas l'identité de l'autre, mais qui s'adressent à sa capacité de réflexion. Dans la vie quotidienne, cette leçon dépasse largement le cadre de la négociation formelle. Dans les relations personnelles, professionnelles ou familiales, le langage peut soit nourrir les conflits, soit les désamorcer avant qu'ils ne prennent de l'ampleur. Les mots simples, neutres et respectueux créent un climat où chacun peut s'exprimer sans crainte. Ce climat est le terreau de toute coopération durable. Le langage comme outil de désarmement n'est pas une technique artificielle, mais une discipline de conscience. Il demande d'être attentif non seulement à ce que l'on veut dire, mais à ce que l'autre peut entendre. Cette attention transforme la communication en un acte stratégique et humain à la fois. Le bon mot ouvre, le mauvais verrouille, et celui qui comprend cette vérité possède une clé puissante, celle qui permet d'influencer sans contraindre et de négocier sans combattre. Leçon 5. Faire parler l'autre pour qu'il se convainque lui-même. Faire parler l'autre pour qu'il se convainque lui-même touche au cœur même de la négociation humaine, telle qu'elle est vécue dans « Ne coupez jamais la poire en deux ». Cette leçon renverse une croyance profondément ancrée, l'idée que convaincre consiste à parler, argumenter, démontrer, pousser une logique jusqu'à ce que l'autre cède. En réalité, plus une idée est imposée de l'extérieur, plus elle rencontre une résistance intérieure. L'esprit humain possède un mécanisme naturel de défense contre toute tentative perçue comme une perte de contrôle. Dès que quelqu'un sent qu'on essaie de lui faire adopter une position qui n'est pas la sienne, même si cette position est rationnelle, une opposition invisible se met en place. Imposer une idée crée presque toujours une lutte de pouvoir implicite. L'autre ne débat plus du fond, mais protège son autonomie psychologique. Ce phénomène explique pourquoi tant de négociations échouent, alors même que les arguments sont solides. La personne ne rejette pas la solution, elle rejette le sentiment d'être dirigée. Dans ce contexte, insister davantage aggrave le problème. Plus on pousse, plus l'autre se replie. La résistance ne vient pas du désaccord, mais du besoin de rester maître de ses décisions. Faire parler l'autre change complètement la dynamique. Lorsque quelqu'un exprime ses pensées, ses doutes, ses besoins et ses limites, il s'engage mentalement dans le processus. Parler, ce n'est pas seulement communiquer, c'est structurer sa propre pensée. Chaque phrase prononcée renforce une position intérieure. Lorsqu'une personne commence à formuler elle-même les contours d'une solution,
Cette solution devient progressivement la sienne, même si l'impulsion initiale ne vient pas d'elle. L'accord naît alors de l'intérieur et non sous pression extérieure. Amener l'autre à parler ne signifie pas le manipuler par des questions piégées. Il s'agit plutôt de créer un espace sécurisé où il peut réfléchir à voix haute sans se sentir jugé ou contraint. Les questions ouvertes jouent ici un rôle fondamental. Elles invitent à explorer plutôt qu'à se défendre. Des formulations comme « Comment voyez-vous la suite ?» Qu'est-ce qui serait acceptable pour vous ? Ou qu'est-ce qui vous empêcherait d'avancer déplacent le centre de gravité de la discussion. La personne ne répond plus à une proposition, elle construit une réflexion. Ce processus active un mécanisme psychologique puissant, l'appropriation. Ce que l'on formule soi-même est perçu comme plus juste, plus fiable et plus engageant que ce que l'on reçoit de l'extérieur. Même une idée initialement rejetée peut être acceptée si elle est reformulée par celui qui la refusait. Ce n'est pas une question de logique, mais d'identité. L'être humain préfère être l'auteur de sa décision plutôt que le récepteur d'une décision imposée. Le sentiment de contrôle est la clé d'acceptation la plus sous-estimée. Dans toute négociation, la peur cachée n'est pas forcément de perdre de l'argent ou des avantages, mais de perdre le contrôle. Lorsqu'une personne a le sentiment de choisir, même dans un cadre contraint, son niveau de stress baisse et sa coopération augmente. À l'inverse, dès que ce sentiment disparaît, la négociation devient un combat. Faire parler l'autre, c'est lui rendre ce sentiment de contrôle, même si les options sont limitées. Le silence joue ici un rôle stratégique essentiel. Se taire après une question bien posée peut être plus efficace que n'importe quel argument. Le silence crée un vide que l'autre cherche naturellement à remplir. Dans cet espace, il réfléchit, clarifie ses pensées et souvent révèle des informations cruciales. Beaucoup de négociateurs échouent parce qu'ils comblent ce silence trop vite, par nervosité ou par peur de perdre l'avantage. Or, celui qui accepte le silence montre une maîtrise intérieure qui inspire confiance. Lorsque l'autre commence à proposer lui-même des solutions, même imparfaites, il est important de ne pas les corriger immédiatement. Corriger trop vite revient à reprendre le contrôle et à réactiver la résistance. Il est souvent plus efficace d'accompagner la réflexion, de reformuler ce qui a été dit et de poser de nouvelles questions qui affinent progressivement la solution. Ce processus donne l'impression d'un cheminement commun, même si la direction générale est déjà connue. Il est également crucial de reconnaître verbalement les idées de l'autre. Dire « c'est intéressant »,« je n'y avais pas pensé de cette façon » ou « cela fait sens » renforce son engagement. Cette reconnaissance n'est pas une flatterie vide, mais une validation de son rôle actif dans la discussion. Plus une personne se sent respectée dans sa réflexion, plus elle est disposée à aller plus loin. Cette approche demande une posture intérieure spécifique. Elle exige de renoncer à l'ego du négociateur qui veut briller par son intelligence ou sa rhétorique. Faire parler l'autre, c'est accepter de ne pas être au centre. C'est comprendre que le véritable pouvoir n'est pas dans le discours, mais dans la capacité à orienter une réflexion sans la contrôler ouvertement. Cette humilité stratégique est souvent mal comprise, car elle ressemble à une forme de retrait. En réalité, elle est une position de force. Leçon 5 montre aussi pourquoi imposer une idée crée presque toujours une solution fragile. Même si l'autre accepte sous pression, l'accord reste instable. Dès que la contrainte disparaît, la personne cherche à revenir sur sa décision, consciemment ou non. À l'inverse, un accord que l'autre croit avoir choisi résiste mieux au temps, aux doutes et aux influences extérieures. Il est défendu intérieurement car il fait partie de son identité décisionnelle. Dans la vie quotidienne, ce principe s'applique bien au-delà des négociations formelles.
Dans les relations personnelles, professionnelles ou familiales, vouloir convaincre directement conduit souvent à des conflits inutiles. Poser les bonnes questions, écouter réellement et laisser l'autre formuler sa propre compréhension transforme profondément la qualité des échanges. Les tensions diminuent, non parce que les désaccords disparaissent, mais parce que chacun se sent acteur plutôt que victime de la décision. Faire parler l'autre, c'est aussi accepter que la solution finale ne soit pas exactement celle que l'on avait imaginée. Ce lâcher-prise partiel est le prix à payer pour un accord durable. Chercher à contrôler chaque détail revient à sacrifier l'adhésion globale. Celui qui comprend cette logique privilégie la solidité de l'accord à la satisfaction immédiate de l'ego. Cette leçon enseigne une vérité fondamentale. L'influence la plus efficace est celle qui laisse à l'autre l'illusion, et souvent la réalité, du choix. L'accord le plus solide n'est pas celui que l'on arrache par la force des arguments, mais celui que l'autre défend parce qu'il le considère comme le sien. Dans cette approche, la négociation cesse d'être un affrontement et devient un processus de co-construction où chacun sort avec le sentiment d'avoir choisi et non cédé. Leçon 6. La maîtrise de soi comme fondation de toute négociation. Ces leçons explorent une vérité que peu de négociateurs acceptent pleinement. La partie la plus décisive d'une négociation ne se joue pas entre deux personnes, mais à l'intérieur de soi-même. Avant même qu'un mot soit prononcé, avant toute stratégie ou technique, l'issue potentielle est déjà influencée par l'état intérieur du négociateur. Celui qui se contrôle gagne non parce qu'il est plus intelligent ou plus rusé, mais parce qu'il reste libre là où l'autre devient prisonnier de ses émotions. Dans toute négociation, il existe deux champs de bataille. Le premier est visible, les arguments, les positions, les concessions, les silences. Le second est invisible, l'ego, la peur de perdre, l'impatience, le besoin d'avoir raison, le désir de victoire. La plupart des échecs ne viennent pas d'une mauvaise analyse rationnelle mais d'une défaite intérieure sur ce second champ de bataille. Dès qu'un négociateur perd la maîtrise de lui-même, il cède une part de son pouvoir, souvent sans s'en rendre compte. La maîtrise de soi commence par la capacité à reconnaître ses propres réactions émotionnelles sans les laisser diriger ses actions. Colère, frustration, anxiété, excitation excessive ou orgueil blessé sont des signaux internes normaux, mais dangereux s'ils prennent le contrôle. L'émotion n'est pas l'ennemi, l'identification à l'émotion l'est. Celui qui confond ce qu'il ressent avec ce qu'il doit faire devient prévisible, manipulable et vulnérable. Perdre son calme, c'est perdre la position, car le calme est la base de toute clarté stratégique. Lorsqu'un individu est agité intérieurement, son champ de perception se rétrécit. Il entend moins, comprend moins, anticipe moins. Il réagit au lieu d'agir. À l'inverse, la stabilité émotionnelle élargit la perception. Elle permet d'observer l'autre avec précision, de détecter les incohérences, les hésitations, les besoins non exprimés. Celui qui est calme voit plus loin que celui qui est pressé. L'ego est l'un des principaux ennemis de la négociation efficace. Il pousse à vouloir gagner, dominer, prouver sa valeur ou ne pas perdre la face. Or, la négociation n'est pas un tribunal où l'on doit avoir raison, ni un combat où l'on doit humilier l'autre. Dès que l'ego prend le dessus, la discussion se transforme en lutte de pouvoir. À ce moment-là, même un accord apparent devient fragile, car il repose sur une tension non résolue. Gérer son ego ne signifie pas s'effacer ou se soumettre. Cela signifie refuser de confondre son identité avec l'issue immédiate de la négociation. Celui qui a besoin de victoire pour se sentir valable est déjà en position de faiblesse. Il devient dépendant de la réaction de l'autre. À l'inverse, celui qui n'a pas besoin de gagner pour exister
conserve une liberté intérieure qui se traduit extérieurement par une grande force. L'impatience est une autre forme de perte de maîtrise de soi. Elle pousse à vouloir conclure trop vite, à combler les silences, à accepter des concessions prématurées ou à révéler plus que nécessaire. L'impatience est souvent déguisée en efficacité, mais elle est en réalité une peur du vide et de l'incertitude. Dans une négociation, le temps est un allié pour celui qui sait l'habiter. Celui qui supporte l'attente sans tension gagne un avantage invisible sur celui qui cherche à en finir. La stabilité émotionnelle comme avantage stratégique se manifeste souvent par la capacité à rester constant malgré les provocations. Certaines personnes, consciemment ou non, testent leurs interlocuteurs par des remarques déstabilisantes, des exigences excessives ou des changements soudains de ton. Ces comportements ont un objectif implicite, faire réagir, faire sortir l'autre de son centre. Celui qui mord à l'hameçon révèle ses failles. Celui qui reste stable montre une solidité qui impose le respect. La maîtrise de soi implique également la gestion du besoin de reconnaissance. Beaucoup de négociateurs parlent trop parce qu'ils veulent être compris, validés ou admirés. Ce besoin les pousse à expliquer, justifier, argumenter sans cesse. Or, plus on parle sous l'effet de ce besoin, plus on perd de contrôle sur la dynamique. La parole devient une fuite plutôt qu'un outil. Le silence, au contraire, est souvent le signe d'une sécurité intérieure. Un esprit maîtrisé sait quand parler et quand se taire. Il ne cherche pas à remplir chaque instant. Il accepte les pauses, les hésitations, les moments d'inconfort. Cette capacité crée une asymétrie subtile. Celui qui supporte le silence domine celui qui le craint. Non par agressivité, mais par présence. Le calme devient alors une forme de langage non verbal extrêmement puissant. La maîtrise de soi ne se limite pas au moment tendu, elle s'exprime aussi dans la préparation. Un négociateur stable prépare son esprit autant que ses arguments. Il anticipe ses propres réactions émotionnelles possibles et décide à l'avance de ne pas les laisser gouverner ses choix. Cette préparation intérieure est souvent négligée, car elle est invisible et ne se mesure pas immédiatement. Pourtant, elle conditionne tout le reste. Celui qui se contrôle gagne parce qu'il reste libre de choisir sa réponse. Il n'est pas obligé de dire oui pour apaiser une tension, ni de dire non pour protéger son ego. Il peut observer, réfléchir et répondre en fonction de l'objectif à long terme et non de l'émotion du moment. Cette liberté est rare et c'est précisément pour cela qu'elle est si précieuse. La perte de calme entraîne souvent une spirale descendante. Une réaction émotionnelle entraîne une réponse défensive de l'autre qui renforce à son tour l'émotion initiale. La négociation devient alors un échange de réactions plutôt qu'un dialogue constructif. Sortir de cette spirale demande une décision consciente, celle de ralentir intérieurement, même si l'extérieur semble pressant. La maîtrise de soi permet aussi de tolérer l'ambiguïté. Toutes les négociations ne sont pas claires, linéaires ou honnêtes. Certaines sont floues, contradictoires, inconfortables. Celui qui a besoin de certitude immédiate se sent rapidement menacé. Celui qui accepte l'incertitude sans paniquer conserve une marge de manœuvre. Il peut attendre, observer et ajuster sa stratégie sans se précipiter. Il est important de comprendre que la stabilité émotionnelle ne rend pas froid ou distant. Au contraire, elle permet une empathie plus profonde. Un esprit agité est trop occupé par ses propres réactions pour comprendre réellement l'autre. Un esprit calme peut écouter sans se sentir attaqué. Cette écoute réelle renforce encore davantage la position du négociateur, car elle lui donne accès à des informations essentielles. La maîtrise de soi est également liée à la cohérence intérieure.
Lorsque les paroles, le ton et le comportement sont alignés, l'autre perçoit une solidité difficile à contester. À l'inverse, une incohérence émotionnelle se ressent immédiatement, même si elle n'est pas formulée. Elle crée un doute, une méfiance, parfois inconsciente. Le calme intérieur agit alors comme un signal de fiabilité. Perdre son calme, c'est perdre la position, car cela signifie que l'autre a réussi à influencer votre état intérieur. À partir de ce moment, vous ne négociez plus seulement sur le fond, mais aussi contre vos propres réactions. La négociation devient plus coûteuse, plus confuse et souvent moins favorable. À l'inverse, garder son calme, même sous pression, est une démonstration silencieuse de force. Cette leçon s'applique bien au-delà des négociations formelles. Dans les conflits personnels, professionnels ou familiaux, la maîtrise de soi est souvent le facteur déterminant entre escalade et résolution. Celui qui reste stable désamorce souvent la tension sans même le vouloir. Non par des mots magiques, mais par une présence qui ne nourrit pas le conflit. La maîtrise de soi n'est pas innée, elle se cultive. Elle demande une pratique régulière d'observation de soi, de remise en question et de discipline intérieure. Elle implique d'accepter ses émotions sans s'y soumettre. Cette compétence se développe avec le temps, mais chaque négociation est une occasion de l'exercer. La maîtrise de soi comme fondation de toute négociation rappelle une vérité simple et exigeante. On ne peut pas contrôler l'autre, mais on peut toujours travailler sur son propre état intérieur. Celui qui gagne réellement n'est pas celui qui impose sa volonté, mais celui qui reste maître de lui-même. La stabilité émotionnelle devient alors un avantage stratégique durable, car elle ne dépend ni des circonstances, ni du comportement de l'autre. Perdre son calme, c'est perdre la position. Garder son calme, c'est conserver la liberté d'agir avec lucidité, cohérence et puissance silencieuse. Leçon 7. Le refus comme information, non comme échec. Le refus comme information, non comme échec, explore une perspective essentielle, souvent négligée dans l'art de la négociation. Le non n'est pas un obstacle mais un signal, un indicateur précieux. La plupart des négociateurs considèrent un refus comme un échec, un rejet personnel ou un point final. Cette vision conduit à la frustration, à la réaction émotionnelle et à la perte de contrôle. En réalité, chaque non contient une information cruciale sur la perception, les besoins et les limites de l'autre partie. Comprendre cette dynamique transforme le refus en un outil stratégique plutôt qu'en un blocage. Dans toute interaction où une décision est attendue, le refus apparaît de manière naturelle. Il peut se manifester clairement par un non catégorique, ou plus subtilement par des silences, des hésitations ou des détournements de sujet. Ces manifestations ne doivent pas être interprétées comme une attaque contre le négociateur, mais comme une expression des besoins ou des contraintes de l'autre. Reconnaître cette nuance change complètement l'approche. Le refus devient une donnée à analyser, à décoder, plutôt qu'un signal d'abandon. Redéfinir le non commence par une modification de l'état d'esprit. Plutôt que de le prendre comme un rejet personnel, il doit être considéré comme un retour d'information. Chaque refus révèle une partie de l'univers mental de l'autre, ses priorités, ses peurs, ses attentes et ses points de résistance. Le négociateur attentif écoute ce message, non pour le combattre, mais pour l'intégrer dans la construction de la suite de la conversation. Cette attitude transforme une situation potentiellement tendue en une opportunité d'apprentissage et d'adaptation. Le refus est souvent une protection, pas une fermeture. Les gens disent non pour protéger ce qu'ils possèdent, pour éviter une erreur ou pour conserver un sentiment de contrôle. Ils ne veulent pas nécessairement s'opposer à l'autre, mais exprimer une limite. En comprenant cette nuance, le négociateur cesse de se sentir rejeté et peut aborder la situation avec calme et discernement.
Cette compréhension émotionnelle ouvre la voie à une approche plus empathique et plus efficace. Transformer l'objection en point d'entrée nécessite d'abord une écoute active. L'attention portée aux mots, au ton, au rythme et même au silence de l'autre révèle souvent le vrai problème derrière le « non ». Il peut s'agir d'un malentendu, d'un besoin non exprimé ou d'une peur spécifique. Identifier ces éléments permet de reformuler la proposition de manière à répondre aux véritables préoccupations plutôt qu'aux objections superficielles. Le refus devient alors une carte pour naviguer dans la négociation plutôt qu'un mur infranchissable. Un élément fondamental est de rester maître de son état émotionnel face au refus. Le sentiment d'échec ou d'humiliation est souvent un piège. Il pousse à se justifier, à argumenter de manière excessive ou à adopter une attitude défensive. Ces réactions sont visibles et perceptibles par l'autre, ce qui peut renforcer sa position de protection et éloigner la possibilité de trouver un terrain commun. À l'inverse, accueillir le non avec calme et curiosité crée un environnement propice à la discussion et à la recherche de solutions créatives. Il est également essentiel de ne pas confondre le refus immédiat avec un refus définitif. Beaucoup de négociations réussies impliquent un processus où le non initial est suivi de discussions, de clarifications et d'adaptations. Celui qui voit le refus comme une étape de l'information et non comme une fin garde la porte ouverte à des accords futurs. Cette patience et cette résilience sont des marqueurs de compétences stratégiques dans toute interaction complexe. Analyser les motifs derrière le refus aide à anticiper et prévenir les objections futures. Un négociateur avisé note les tendances, les sensibilités et les déclencheurs spécifiques de son interlocuteur. Cette connaissance accumulée transforme chaque refus en un apprentissage applicable à toutes les interactions suivantes, augmentant ainsi la maîtrise de la négociation et la capacité à influencer sans coercition. Le refus comme information implique également la reformulation. Plutôt que d'insister sur ce qui a été rejeté, le négociateur reformule la proposition sous un angle nouveau, en tenant compte de la perspective de l'autre. Cette technique crée un sentiment de respect et de compréhension, réduisant la résistance et ouvrant de nouvelles possibilités. L'accord final n'est pas imposé. Il émerge naturellement lorsque l'autre se sent entendu et compris. La perception du refus change radicalement la dynamique de la négociation. Il devient un signal stratégique, un guide pour ajuster la tactique, un outil pour renforcer la relation et créer de la confiance. L'attitude du négociateur face au non influence directement la disposition de l'autre à collaborer, à exprimer ses besoins et à rechercher une solution commune. Le refus comme information, non comme échec, enseigne que le non n'est jamais une fin, mais un début. Il fournit une vision du monde intérieur de l'autre et offre une carte pour naviguer vers un accord réel. Celui qui comprend que le refus est information et non échec transforme chaque obstacle apparent en opportunité, chaque objection en point de départ pour une discussion plus profonde. Le non est souvent le début de la vraie discussion. Leçon 8. Le tempo psychologique de la décision. Cette leçon explore un aspect souvent sous-estimé mais crucial de toute négociation, le rythme et le timing. Dans toute interaction où une décision doit être prise, le moment où chaque mot est prononcé, chaque proposition formulée et chaque silence observé peut déterminer le succès ou l'échec. Comprendre que la négociation n'est pas une succession d'arguments isolés, mais un flux temporel vivant est essentiel. Celui qui maîtrise le tempo psychologique contrôle en réalité l'expérience mentale de l'autre et par conséquent influence fortement l'issue.
Reconnaître quand avancer et quand ralentir est la première compétence clé dans cette leçon. Beaucoup de négociateurs, surtout les moins expérimentés, s'empressent de conclure. Ils perçoivent le temps comme un ennemi à combattre, croyant que plus vite ils poussent la décision, plus vite l'accord sera scellé. En réalité, cette précipitation crée une tension, augmente la résistance et souvent conduit à des refus ou à des compromis médiocres. À l'inverse, savoir observer l'état mental de l'autre, ses signes de fatigue, d'attention, d'ouverture ou de doute, permet d'ajuster le rythme de la discussion avec finesse. Le danger de précipiter un accord ne réside pas seulement dans la perte potentielle de valeur, mais aussi dans l'érosion de la confiance. Une proposition hâtive peut être perçue comme un manque de respect pour le processus mental de l'autre, ou comme un signal d'avidité ou d'impatience. Ces perceptions affectent profondément la disposition de l'autre à collaborer et à s'engager réellement. Ainsi, avancer trop vite est souvent contre-productif, même lorsque la logique de l'argument semble solide. Le rôle du temps dans la perception de valeur est un autre aspect fondamental. Les êtres humains évaluent souvent la valeur non seulement par le contenu de l'offre, mais aussi par le contexte temporel. Le fait de laisser un espace de réflexion, de pause stratégique ou de ne pas fournir immédiatement toutes les informations permet à l'esprit de l'autre de traiter, d'assimiler et de ressentir l'importance de la décision. Le temps crée un effet de maturation. Une idée ou une offre qui aurait pu sembler banale devient plus attrayante à mesure que l'autre l'intègre dans sa réflexion consciente et subconsciente. Celui qui contrôle le rythme influence l'issue par le simple ajustement de la dynamique temporelle. L'écoute active et la lecture des signes comportementaux sont essentiels pour identifier le moment optimal pour faire avancer la conversation. Les expressions faciales, le ton de voix, les gestes et même les silences fournissent des informations précieuses. Une proposition placée trop tôt, trop tard ou au mauvais moment peut être rejetée malgré sa pertinence intrinsèque. La maîtrise du tempo consiste donc à aligner le moment de l'action sur l'état mental de l'autre, non sur l'urgence personnelle du négociateur. Le contrôle du tempo inclut aussi la gestion des pauses et du silence. Dans une négociation, le silence n'est pas une absence de communication. Il devient un outil actif qui encourage l'autre à réfléchir, à compléter ses pensées ou à exprimer ses besoins. Une pause bien placée peut révéler des informations cachées, réduire la tension et créer un climat où la décision est prise de manière volontaire et consciente. Les négociateurs experts utilisent le silence comme levier subtil, laissant l'autre partie compléter l'espace vide par des informations cruciales ou des concessions sans pression directe. Comprendre le tempo psychologique implique également de s'adapter à différents interlocuteurs. Certaines personnes nécessitent un rythme rapide pour rester engagées, tandis que d'autres ont besoin de temps pour analyser et internaliser chaque détail. La flexibilité mentale et la sensibilité aux signaux de l'autre sont donc indispensables. Celui qui impose un rythme unique sans tenir compte de l'état psychologique de l'autre court le risque de créer résistance, incompréhension ou désengagement. Enfin, la maîtrise du tempo psychologique favorise l'équilibre entre patience et initiative. Il ne s'agit pas de subir le temps mais de l'utiliser stratégiquement. Avancer au bon moment, savoir attendre et revenir plus tard, répéter certaines idées après un intervalle, ou ajuster le rythme en fonction de la progression mentale de l'autre, tout cela constitue l'art subtil de la négociation. Chaque mouvement, chaque mot, chaque pause devient alors une partie d'un flux coordonné vers l'accord souhaité. Le tempo psychologique de la décision enseigne que la négociation n'est pas simplement une succession d'arguments ou de propositions, mais un art du rythme et du timing. Celui qui comprend et respecte le tempo psychologique
influencent l'issue de manière invisible mais puissante, transformant chaque interaction en une danse où avancer ou ralentir au moment exact devient la clé du succès. Maîtriser le rythme, c'est maîtriser l'issue. Leçon 9. Le pouvoir des limites claires. Le pouvoir des limites claires explore l'art subtil de poser des frontières dans toute négociation, interaction ou relation humaine. Souvent, les négociateurs débutants craignent de dire non ou de définir des limites, pensant que cela pourrait froisser, aliéner ou compromettre l'accord. Pourtant, dire non avec fermeté et respect est l'un des leviers les plus puissants pour établir crédibilité et autorité naturelle. Une limite claire n'est pas un refus agressif, mais un cadre qui définit les règles de l'échange, offrant sécurité et compréhension à l'autre partie. Comprendre et utiliser ce pouvoir transforme la négociation en une interaction équilibrée, respectueuse et efficace. Pourquoi dire non renforce-t-il la crédibilité? Parce que les êtres humains respectent instinctivement ceux qui savent ce qu'ils acceptent et ce qu'ils refusent. Une position floue ou des concessions constantes envoient des signaux contradictoires, créant confusion et méfiance. Le négociateur qui fixe des limites claires montre qu'il comprend sa propre valeur, qu'il maîtrise son espace personnel et qu'il est capable de défendre ses intérêts sans tomber dans l'arrogance. Cette clarté mentale se traduit immédiatement dans la perception de l'autre, qui reconnaît l'intégrité et la constance comme des gages de sérieux et de compétence. Les limites servent aussi de cadre de respect mutuel. Dans toute négociation, le respect n'est pas imposé par la force ou la pression, mais par la manière dont chacun définit son espace et celui de l'autre. Une limite bien posée agit comme une barrière protectrice. Elle prévient les abus, réduit les malentendus et favorise des interactions honnêtes et constructives. Les concessions non réfléchies ou les hésitations, en revanche, ouvrent la porte aux manipulations et aux malentendus. Ainsi, la mise en place de limites claires n'est pas un acte d'égoïsme, mais un moyen de créer un environnement où la négociation peut se dérouler dans la confiance et la sécurité. Se positionner sans agressivité est une compétence essentielle. Une limite n'a pas besoin d'être imposée par un ton dur ou une posture défensive. Au contraire, elle peut être communiquée avec calme, clarté et assurance. La maîtrise émotionnelle joue ici un rôle central. Un négociateur stable, posé et sûr de lui transmet implicitement l'idée que ses limites sont inébranlables mais non menaçantes. Cette approche diminue la résistance de l'autre partie et favorise le dialogue, car la limite est perçue comme un cadre protecteur et non comme un mur. La mise en pratique du pouvoir des limites claires implique également de reconnaître les différentes formes de refus et d'acceptation. Certaines situations demandent un non ferme et définitif, d'autres, un refus nuancé accompagné d'une alternative acceptable. Le véritable art réside dans l'équilibre entre rigidité et flexibilité, savoir quand insister, quand reculer, quand reformuler et comment maintenir son autorité sans générer de conflits inutiles. Chaque décision devient un acte stratégique, renforçant la crédibilité et la perception de compétence du négociateur. Une limite claire rassure plus qu'une concession floue. Quand un négociateur cède trop facilement ou dilue ses positions pour plaire, il envoie un message ambigu. L'autre partie ne sait pas ce qui est acceptable ni ce qui est définitif. Cette incertitude génère tension, méfiance et inefficacité. À l'inverse, une frontière bien définie instaure sécurité, confiance et respect. L'autre partie sait exactement où elle se situe et peut prendre des décisions éclairées, réduisant ainsi le risque de conflit ou de malentendu. Leçon 9 montre également que les limites servent à protéger l'intégrité émotionnelle et mentale.
Dans les négociations prolongées ou complexes, il est facile de se laisser emporter par la pression, la fatigue ou l'urgence. Les limites agissent alors comme des repères, rappelant aux négociateurs ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, tout en renforçant la discipline personnelle. Dire non devient un outil stratégique, non une faiblesse ou un signe d'intransigeance. Enfin, la maîtrise du pouvoir des limites claires s'étend au-delà de la négociation. Elle influence les relations personnelles, professionnelles et sociales, en établissant des standards de respect et d'équilibre. Celui qui sait poser et maintenir ses limites crée un environnement où la confiance et l'efficacité peuvent prospérer. La limite devient ainsi un instrument de pouvoir silencieux, transformant le non en un levier de dialogue et de coopération. Cette leçon démontre que la force d'une négociation ne réside pas uniquement dans les arguments ou la persuasion, mais dans la capacité à définir et maintenir des frontières claires. Une limite bien établie renforce la crédibilité, inspire confiance et crée un cadre propice à des accords durables et respectueux. Dire non, poser avec clarté et respect, devient un outil stratégique incontournable, transformant chaque interaction en un échange équilibré et puissant. Leçon 10. Négocier sans manipuler. Négocier sans manipuler met en lumière l'art délicat d'influencer sans jamais franchir la ligne de la manipulation. Trop souvent, les négociateurs débutants confondent persuasion et pression déguisée, croyant qu'un gain rapide justifie l'usage de ruses, de mensonges ou de détournements émotionnels. Pourtant, la véritable puissance d'une négociation réside dans la capacité à influencer l'autre tout en respectant son autonomie et son intelligence. Une négociation fondée sur l'éthique et la transparence crée des relations solides, de la confiance et des accords durables, alors que la manipulation, même subtile, finit par se retourner contre celui qui l'emploie, détruisant réputation, crédibilité et relations. La différence entre influence et manipulation est fondamentale. L'influence repose sur la compréhension, l'écoute et la capacité à guider l'autre vers une décision en éveillant sa propre réflexion. La manipulation, en revanche, détourne, ment ou exploite les faiblesses, forçant un résultat qui ne correspond pas nécessairement aux intérêts ou à la volonté de l'autre. L'influence éthique valorise la collaboration et le respect mutuel, la manipulation se nourrit de domination et de court-termisme. Ceux qui comprennent cette distinction peuvent construire des ponts plutôt que des murs et créer des interactions où chaque partie sort gagnante. Pourquoi la manipulation est-elle dangereuse à long terme ? Parce qu'elle détruit la confiance, la ressource la plus précieuse dans toute relation. Un contrat obtenu par manipulation peut sembler efficace sur le moment, mais il engendre rancune, méfiance et résistance latente. Les partenaires finissent par se méfier de chaque mot, de chaque geste, et le négociateur qui abuse de ces tactiques se retrouve isolé et sans crédibilité. La manipulation est un piège subtil. Elle produit des gains éphémères, mais des pertes permanentes. La seule façon de bâtir des accords durables est de créer un climat de respect, de transparence et d'intégrité. Construire des accords durables implique de considérer l'autre partie comme un partenaire et non comme un adversaire à tromper. Cela commence par l'écoute stratégique et l'attention aux besoins réels de l'autre, qu'ils soient exprimés ou implicites. Le négociateur éthique ne se contente pas de pousser son agenda. Il explore, clarifie et identifie les zones de convergence pour que la solution soit réellement bénéfique aux deux parties. L'efficacité d'une négociation ne se mesure pas au résultat immédiat, mais à la durabilité des relations et à la qualité des engagements pris. Une négociation sans manipulation exige aussi de la patience et de l'humilité. Il est souvent tentant de précipiter un accord par des tactiques agressives,
mais un négociateur éthique sait que forcer la main de l'autre détruit toute coopération future. L'art de négocier sans manipuler consiste à laisser l'autre sentir qu'il est libre de choisir, tout en guidant subtilement ses décisions grâce à la clarté, la logique et la persuasion basée sur la confiance. La manipulation inverse ce processus en créant un faux sentiment de contrôle, mais ce contrôle est illusoire et fragilise la relation. Cette leçon insiste également sur le rôle de l'autorité morale et de la crédibilité personnelle. Un négociateur qui agit avec intégrité inspire naturellement l'adhésion et le respect. Sa parole vaut autant que ses actes. Sa réputation devient un levier silencieux qui ouvre des portes sans pression ni contrainte. La manipulation, même si elle fonctionne sur le moment, détruit cette autorité morale et empêche l'établissement de liens durables. La puissance réelle réside dans la constance de l'éthique, dans la capacité à convaincre sans jamais tromper, dans le respect de soi et de l'autre. Négocier sans manipuler enseigne que la véritable maîtrise de la négociation n'est pas dans les astuces ou les stratagèmes, mais dans la conscience, l'intégrité et la capacité à générer des accords gagnant-gagnant. Une négociation éthique transforme chaque interaction en opportunité de collaboration et renforce durablement les relations. La leçon centrale est claire. La manipulation est une stratégie à court terme. La confiance est un investissement à long terme. Celui qui comprend et applique ce principe devient un négociateur puissant, respecté et capable d'influencer positivement sans jamais compromettre son intégrité. Une négociation sans éthique se retourne toujours contre son auteur. Respect, transparence et écoute deviennent alors les armes silencieuses mais les plus puissantes pour atteindre des résultats durables et créer un impact positif sur tous les plans, personnels et professionnels. Leçon 11. La négociation comme compétence de vie. Cette leçon explore comment l'art subtil de négocier dépasse largement le cadre professionnel ou commercial pour devenir une aptitude essentielle dans toutes les sphères de l'existence humaine. Négocier n'est pas seulement obtenir ce que l'on souhaite d'un partenaire ou d'un client, mais comprendre les dynamiques humaines, anticiper les réactions et créer des interactions harmonieuses où chaque partie se sent respectée. Dans le couple, la négociation permet de résoudre les conflits sans rancune et de trouver des compromis qui renforcent le lien. Dans le travail, elle facilite la collaboration, clarifie les responsabilités et ouvre la voie à des solutions créatives. Négocier avec soi-même consiste à maîtriser ses impulsions, à gérer ses peurs et à reconnaître ses propres limites. Appliquer la négociation comme compétence de vie commence par l'écoute attentive. Écouter ne signifie pas seulement entendre les mots, mais comprendre les émotions, les motivations et les besoins implicites. La capacité à percevoir ce qui n'est pas dit offre un avantage stratégique inestimable. Elle permet de répondre de manière adaptée, d'éviter les malentendus et de transformer des tensions potentielles en opportunités de dialogue constructif. L'écoute active favorise la clarté et la lucidité, qualité indispensable pour naviguer dans les situations complexes de la vie quotidienne. La maîtrise de soi est également un pilier fondamental. Un négociateur efficace dans la vie n'est pas celui qui impose sa volonté, mais celui qui reste calme face aux provocations, qui régule ses émotions et qui sait temporiser ses réactions. La patience et le contrôle émotionnel transforment chaque interaction en moment d'apprentissage et de construction. En négociant avec ses propres peurs et exigences, on développe une capacité intérieure à ne pas se laisser submerger par les frustrations ou les désirs impulsifs. Cela permet de prendre des décisions éclairées et cohérentes avec ses valeurs, tout en restant attentif aux autres. Un autre aspect clé est la compréhension des motivations humaines.
la négociation efficace repose sur l'observation, la lecture des signaux subtils et l'analyse des comportements. Comprendre ce qui pousse une personne à agir, ses craintes, ses désirs et ses aspirations, permet d'ajuster sa communication pour créer un climat de confiance et de coopération. La manipulation n'a pas sa place ici. Il s'agit d'influencer par clarté, respect et transparence. Plus on comprend l'humain, plus la négociation devient naturelle et fluide, et plus les accords sont durables. La flexibilité mentale est également indispensable. Chaque situation de vie présente des variables différentes, qu'il s'agisse de discussions familiales, de relations professionnelles ou de décisions personnelles. Savoir adapter sa stratégie sans trahir ses principes permet d'obtenir des résultats optimaux sans compromettre son intégrité. La capacité à ajuster son approche en fonction du contexte et des individus rencontrés est le signe d'une véritable compétence de vie. Enfin, la négociation comme compétence de vie développe des qualités humaines profondes, lucidité, calme, patience, empathie et discernement. En apprenant à négocier avec les autres et avec soi-même, on devient capable de résoudre les conflits avec élégance, de prendre des décisions plus sages et de cultiver des relations équilibrées. Le négociateur habile ne cherche pas simplement à gagner, il cherche à comprendre, à harmoniser et à construire. La négociation comme compétence de vie rappelle que la négociation n'est pas un outil réservé au commerce, mais un art universel qui traverse toutes les interactions humaines. Celui qui sait négocier comprend mieux les humains, développe sa maîtrise personnelle et transforme les défis quotidiens en occasions d'apprentissage et de croissance. La négociation devient alors une véritable philosophie de vie, une capacité à vivre plus lucide, plus calme et plus efficace, en harmonie avec soi-même et avec les autres. La négociation, lorsqu'elle est intégrée comme compétence de vie, ne se limite pas à obtenir ce que l'on souhaite. Elle devient un miroir de notre compréhension humaine, un levier de relations équilibrées et un chemin vers l'excellence personnelle et sociale. Dans la vie comme dans les affaires, il est tentant de chercher le compromis rapide, de diviser les différences pour obtenir une paix apparente. Pourtant, la vraie solution ne se trouve jamais dans le simple partage équitable des positions. Couper la poire en deux peut sembler juste en surface, mais souvent, cela laisse des frustrations invisibles et des besoins non satisfaits. La véritable résolution exige de plonger plus profondément dans la situation, de comprendre les motivations, les peurs et les désirs de chacun, afin de créer un accord qui ne se contente pas de masquer le conflit, mais qui l'illumine. C'est dans cette compréhension profonde que réside la force d'une décision durable. La clé n'est pas de forcer, de convaincre par la logique seule ou de céder par faiblesse, mais de saisir les nuances de l'autre. Chaque interaction est une occasion d'explorer les dynamiques humaines, de détecter les besoins implicites et de transformer les divergences en opportunités. Une solution véritable ne divise pas, elle éclaire, elle offre à toutes les parties la sensation d'être comprise, respectée et valorisée. Elle dépasse les calculs superficiels pour toucher à l'essence des relations et de la communication. Dans ce cadre, la négociation devient moins un exercice de pouvoir qu'un art de dialogue conscient, un espace où la lucidité et l'intelligence relationnelle prévalent sur l'impulsion ou l'ego. L'intelligence relationnelle, comprise ainsi, se révèle être une forme moderne de puissance. Elle ne repose pas sur la domination, la manipulation ou la coercition. Elle ne promet aucune technique magique capable de garantir la victoire. Au contraire, elle invite à la patience, à l'observation et à l'écoute. Elle repose sur la capacité à percevoir l'autre dans sa globalité, à saisir ses motivations réelles, ses émotions et ses valeurs.
C'est cette attention subtile qui permet de guider les interactions vers des résultats élégants, durables et respectueux. Celui qui comprend profondément l'autre, qui sait lire les signes invisibles et écouter au-delà des mots, possède un pouvoir silencieux mais irrésistible, celui de transformer un conflit potentiel en accord véritable. Dans chaque relation, qu'elle soit personnelle, professionnelle ou sociale, la lucidité et la maîtrise intérieure sont essentielles. La vraie puissance ne consiste pas à imposer sa volonté, mais à influencer avec justesse et discernement. Elle consiste à créer des solutions qui renforcent la confiance, stimulent la coopération et apportent un équilibre authentique. Les techniques superficielles ou les compromis superficiels ne produisent que des résultats éphémères. L'intelligence relationnelle cultivée avec patience et conscience produit des effets durables, positifs et gratifiants. En conclusion, retenir que ne jamais couper la poire en deux est un principe qui transcende la négociation. Il s'agit d'un appel à approfondir chaque interaction, à chercher la compréhension réelle plutôt que la simple apparence d'accord. Comprendre l'autre n'est pas un outil de domination, c'est la forme la plus élégante et la plus efficace de pouvoir. C'est cette approche humaine, lucide et maîtrisée qui transforme chaque conversation en opportunité de croissance, de respect et de réussite partagée. Une vraie solution éclaire toujours, elle ne divise jamais.